Bientôt, personne ne sait quand exactement, sinon je vous le dirai. Donc bientôt, le vote immigré se transformera en un vote musulman, au bénéfice de partis musulmans qui défendront des thématiques à connotation morale et religieuse. Ce ne seront pas forcément des thématiques islamiques évidentes, mais il y aura des thèmes, des marqueurs comme la pudeur, la décence, la dignité, l'égalité dans la justice, des choses comme ça un peu alambiquées, la vertu, mais évidemment, ce sera, enfin, personne ne s'y trompera, en tout cas pas les électeurs de confession musulmane, ils sauront rapidement décrypter et décoder ça. Du côté des progressistes, je ne sais pas s'ils se feront enrouler encore une fois dans la farine, mais bon. Du côté de la cible de ce vote musulman, de ces partis musulmans, je n'ai aucun doute que le décryptage sera fait en direct. Donc bientôt, le communautarisme aura enfin une traduction palpable et pérenne sur le plan électoral. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce cataclysme pourrait représenter une aubaine pour la droite française. Je dis bien une aubaine. Si la droite française, ou si les droites françaises sont données les moyens. Elle pourrait enfin faire jouer les bouleversements démographiques à leur profit. Alors, le vote musulman ne sera pas un vote ouvrier stricto sensu, c'est-à-dire qu'il portera d'abord sur le terrain des valeurs, le terrain des mœurs, et non celui de la redistribution. Bon, il y aura un peu de la redistribution, mais dans le mix, disons, le focus sera sur le terrain moral, des mœurs, des coutumes, du comportement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il ne sera pas un vote qui va bêtement se déverser sur la gauche, un vote pas cher, un vote facile, un vote captif qui va dans les partis soi-disant progressistes. Donc ça, c'est bien. En revanche, ce vote cherchera par tous les moyens à renégocier le pacte républicain afin de faire une place à l'islam dans la vie publique française. Là, il n'y a pas de secret. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. L'idée est que l'islam respire enfin sur les terres françaises en exerçant sa vocation inaliénable de religion civile. Je répète, que l'islam respire enfin sur les terres françaises pour exercer sa vocation inaliénable de religion civile. Je pèse mes mots. Ça, c'est la mauvaise nouvelle parce que ce vote-là, même s'il il sera sur le monde, enfin sur le curseur, il portera le curseur sur la partie morale, conservatrice, donc plutôt à droite, eh bien, il lancera un défi encore plus fort à la République. Il va essayer de renégocier le pacte républicain. Moi, je ne me fais aucune illusion là-dessus. Je ne pense pas que l'islam puisse continuer longtemps à être comprimé, à être intimidé, à être étouffé, comme il l'est aujourd'hui par la laïcité. Vous connaissez ma position, mais je veux juste dire qu'il est inconcevable que l'islam accepte cette laïcité telle qu'elle est aujourd'hui. Il va chercher à négocier. J'aimerais ne pas être là quand ça se produira, mais je pense que ma génération sera rattrapée par cette grande explication, comme je l'appelle. Alors essayons de comprendre un peu les ressorts de ce vote. Donc la droite a toujours tourné le dos à l'islam. Il lui rend bien, à vrai dire. Alors ça n'a pas toujours été comme ça, car les musulmans algériens, par exemple, les musulmans algériens se sont battus par centaines de milliers pour que le drapeau français continue à flotter en Algérie, de Tlemcen à Marrast. On est dans les années 50 et les années 60. C'est harki, mais pas seulement. Il y a eu d'autres supplétifs, voire des soldats français de confession musulmane. D'accord, naturalisés français de confession musulmane. Donc ces harkis et autres supplétifs ont servi un gouvernement de droite et un idéal de droite. Puisque je vous rappelle, de 58 à 62, la France était gouvernée par la droite, M. de Gaulle, général de Gaulle. Donc ces harkis, ces supplétifs ont servi un idéal de droite et un gouvernement de droite. Nous savons malheureusement comment la droite gaulliste a récompensé ces valeureux soldats. Bon, il est temps de tourner cette page douloureuse. Il y a un proverbe marocain que j'aime beaucoup, il dit que nous sommes les enfants de demain. Donc la droite doit faire son reset comme un ordinateur. La droite doit faire son reset et cesser de voir l'islam comme une nuisance. Et puisse l'exemple des harkis la convaincre que la loyauté des musulmans ne va pas automatiquement aux moujahidines, du FLN hier, aux djihadistes d'aujourd'hui. Ce vote n'est pas perdu d'avance, ce n'est pas un vote maudit, ce n'est pas un vote qui est contraire à la droite. Donc pour être en mesure un jour de capter l'énorme potentiel électoral que représente le vote musulman, je ne dis plus le vote immigré,
Je dis que le vote immigré va muer, se transformer en un vote musulman. Donc pour capter ce potentiel électoral, il faudrait s'immiscer dans l'univers mental des musulmans de France. Qu'est-ce qu'ils pensent, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs aspirations, qu'est-ce qui les angoisse, qu'est-ce qui cause en eux des émotions. C'est ça l'univers mental. Et c'est ce qui détermine le vote. Hein. Au final, c'est ça qui détermine le vote, sur les émotions. Issus du Maghreb, dans leur grande majorité, les musulmans de France ont amené avec eux les espoirs, les angoisses et les coutumes des peuples d'Afrique du Nord. Et l'univers mental des Maghrébins est habité par deux valeurs fondamentales, l'honneur et la justice. D'accord ? Il est relativement étanche, voire je dirais très étanche, au thème de la liberté et de l'égalité. Il n'y a rien de surprenant à cela, hein, quand on se penche réellement et sérieusement sur la formation des peuples et des mentalités en Afrique du Nord. En effet, les Maghrébins ont en commun, donc Marocains, Algériens, Tunisiens, Libyens, on a en commun l'expérience d'un monde dangereux, où l'état de droit était inexistant ou très éloigné, très faible. Je ne parle pas de la période aujourd'hui, années 60, 70, 80, 90, je ne parle pas de ça, je parle vraiment de notre formation. Donc, vivre dans le Constantinois du 18e ou dans le Rif marocain du 19e, c'est lutter 7 jours sur 7, 24 sur 24 pour ne pas être opprimé. Lutter pour ne pas être asservi par plus fort que soi. D'où le recours à l'honneur comme une référence essentielle qui permet de justifier le pouvoir des uns par la protection qu'ils offrent aux autres. Le pouvoir des caïds, des cheikhs, des émirs, par la protection qu'ils offrent au reste de la population, à l'écrasante majorité de la population. C'est comme ça qu'on peut comprendre le rôle de la tribu, qui était en réalité une sorte de marketplace, pour m'autoriser quelques libertés, une sorte de marketplace où les individus troquaient leur soumission, allez, pour être gentil, leur collaboration, donc où ils troquaient leur collaboration contre la protection et la préservation de leur honneur. Une protection donnée, offerte par une ultra-minorité de gens guerriers qui ont l'esprit guerrier, voire une descendance aristocratique, les Shalfa et autres et autres. On ne rentre pas dans les détails. Donc, dans ce contexte, la passion par excellence au Maghreb, c'est la justice, c'est l'amour de la justice. C'est ça la passion maghrébine. Tous les Africains du Nord, vous croiserez, enfin si vous les écoutez, il faut aussi les écouter, il ne faut pas leur mettre du rap dans la bouche ou des blagues à deux balles, il faut les écouter. Hein. Ils ont tous le mot hogra à la bouche. Hogra, c'est l'injustice. En effet, seul le faible réclame justice. Seul le faible demande la justice, demande l'équité. Le fort, lui, ne veut aucune limite à sa puissance. Le fort, il veut exercer sa puissance. Il n'y a que le faible qui demande la justice. La demande de justice arrive en tête des aspirations collectives en Afrique du Nord. Les gens n'ont que faire de l'égalité. Ils veulent la sécurité. Je répète, les gens n'ont rien à faire de l'égalité. Ils veulent la sécurité, que seuls les privilégiés peuvent le garantir, du fait de leur esprit guerrier et de leur capacité à mobiliser une violence légitime. Par exemple, une confédération tribale. C'était le cas des Zemmour au Maroc. Une confrérie religieuse. J'ai parlé des Shalfa. Ou même un embryon d'État qui pourrait appeler à la rescousse et qui sortirait des confins d'Alger ou des confins de Fès ou Marrakech ou de Tripoli ou de Tunis pour appuyer un grand chef local et pour ramener la sécurité. Donc, dans ce contexte aussi, il n'y a aucune place pour la liberté. La liberté de quoi? Pourquoi faire? La liberté de maltraiter plus faible que soi? Ou de désobéir à Dieu et à ses enseignements? Donc, il n'y a pas de place pour l'égalité ni pour la liberté. On se retrouve alors avec des gens qui crient démocratia, hurriya, c'est-à-dire la liberté dans leurs manifestations. Donc les manifestants crient démocratia, hurriya, la liberté, mais à l'heure du vote, les suffrages vont toujours ou presque toujours aux islamistes, qui eux raisonnent simplement. Ils raisonnent en termes d'honneur et de justice. En France, c'est la même chose. Les mêmes populations d'Afrique du Nord se sont retrouvées en France, en grand nombre, et ont maintenu une certaine endogamie qui a empêché le métissage. Là, je vous n'apprends rien, si les yeux sont faits pour voir, donc je ne peux rien pour vous si vous n'avez pas remarqué ça. Donc les valeurs se transmettent telles quelles, d'une génération à l'autre, sans altération notable, parce qu'il n'y a pas eu de métissage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de assez ou suffisamment de mariage mixte. Donc, à contre-courant des préjugés habituels qu'on nous sert tout le temps, le parti de l'ordre, il se trouve peut-être chez les musulmans de France. Ça, c'est une révélation. Bon,
Maintenant, il ne suffit pas de faire du porte-à-porte dans les cités de France pour parler d'honneur ou de justice ou même de respect pour les anciens, une valeur aussi très importante pour nous autres Nord-Africains. C'est pas suffisant. Ces thèmes-là tout seuls n'accrochent pas. Ce sont des thèmes, ce sont des valeurs, on va dire, des concepts. Il faut les articuler aux émotions. Parce que les émotions sont la véritable matière première du changement politique. Le pétrole, le gaz, si vous préférez, du politicien, de l'homme politique, c'est les émotions, c'est les sentiments. C'est eux qui sortent les gens de leur zone de confort, qui parlent aux tripes et qui leur font prendre des risques contre leur communauté, contre le groupe. Donc il faut articuler un discours audible et pertinent, un discours qui articule les valeurs aux émotions. Et là, le discours devient effectivement pertinent, il fait sens, il fait sortir les gens de leur zone de confort. Donc ils arrêtent de voter à gauche, ou ils cessent de voter, ou ils sont dissuadés de voter pour les partis musulmans qui vont rafler la mise facilement. Parce que les partis musulmans, ils vont venir, ils vont dire bah, bonjour, je suis le parti d'Allah et c'est fini, quoi. La campagne électorale s'arrête, elle dure 5 secondes. Alors que les autres partis qui ne vont pas parler religion, eh bien, il faut qu'ils inventent un discours qui accroche. C'est pas évident. Parce que articuler un discours en direction des musulmans de France est une tâche presque impossible, car personne ou presque n'étudie cette population. Tout est sensible, tout prête à polémique. Toute vérité énoncée est punie au lance-flamme. Parce que les indignés professionnels, je dis bien les indignés professionnels, ont la main constamment sur le revolver. Ils sont toujours prêts à dégainer au moindre éclair de lucidité. Donc résultat, le savoir ancien de l'INALCO, des Langso, comme on disait à l'époque, ou même des affaires indigènes à l'époque coloniale, ce savoir est perdu ou il est devenu confidentiel. Enfin, il ne porte plus. Sa voix est éteinte. Donc aujourd'hui, on s'en remet à des humoristes, à des rappeurs, à des footballeurs, voire à des représentants plus ou moins officiels des frères musulmans, pour essayer de décoder ce qui se passe chez les musulmans de France. Bon, moi, je n'appelle pas ça un progrès, c'est plutôt une catastrophe. Bon, donc la droite, si elle veut réellement ne pas rater ce train, si elle veut réellement récupérer ne serait-ce qu'une partie de ce vote musulman, qui, j'insiste, n'est pas de gauche, ne sera pas de gauche, et plutôt c'est le parti de l'ordre, c'est un parti de l'ordre dans le peuple, c'est un vote populaire qui recherche l'ordre, honneur, justice et respect des anciens. Donc la droite ne peut compter que sur elle-même pour définir un discours qui fasse sens auprès des musulmans. Elle doit réinventer un savoir qui était enterré vivant par le politiquement correct. Donc ça, c'est encore une conséquence merveilleuse du politiquement correct. Et la droite, comme d'habitude, va prendre le chemin le plus long parce qu'elle est obligée de travailler. Elle ne peut pas surfer sur la vague. La gauche a surfé sur la vague en parlant SOS racisme et communautarisme. Là, les partis musulmans, quand ils seront structurés, ils vont parler, ils vont dire deux, trois mots en arabe ou autour de la religion, ils vont être élus. La droite, malheureusement, elle doit réinventer un savoir enterré vivant par le politiquement correct. C'est quoi savoir? C'est connaître ce qui se passe dans l'esprit des musulmans de France pour essayer de développer un discours qui soit pertinent par rapport à eux. Bon, je n'ai pas le discours, il n'est pas prêt, sinon je vous l'aurais dit, mais je conseille aimablement et humblement deux choses à la droite ou aux droites. Donc, la première, c'est former, entraîner, confier des responsabilités aux jeunes musulmans. C'est un moyen de les faire parler. C'est donner une chance à ceux qui n'ont aucun réseau, aucun capital social. Si vous tendez la main à quelqu'un qui n'a pas de capital social, qui n'a pas de réseau, eh bien, il comprendra ça comme un immense gage de bonne volonté. Et là, il peut parler. Donc la droite doit appuyer les hommes et les femmes sans discrimination aucune. Et j'insiste, au risque d'aller à contre-courant, j'insiste qu'il ne faut pas laisser tomber les mâles, les hommes, car ils cumulent les frustrations, plusieurs frustrations, à l'égard d'une société qui leur donne l'impression de leur préférer systématiquement les filles, leurs sœurs et leurs cousines. Alors posez-vous la question, prenez les 20 dernières années de vie politique française et dites-vous, calculez, comptez combien de femmes ministres issues de la diversité. Il y en a quelques-unes, peut-être 5, 6, 7, je ne sais pas. Eh bien, combien? Pour combien d'hommes? Presque zéro. Et là, vous verrez l'anomalie criante. Vous verrez ce que je veux dire.
Il faut vraiment donner leur chance aussi aux hommes et aux femmes en égalité absolue. Alors que droite et gauche ont une certaine tendance à préférer les femmes. Alors je ne vais pas entrer dans les détails. Est-ce que les femmes sont plus débrouillardes que les hommes? Je pense que oui, dans ces cas-là. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Puis, deuxième suggestion, c'est faire de la métapolitique à destination des musulmans de France. Et ces musulmans de France, en grande partie, bon, je n'ai pas les chiffres, je pense que personne n'a les chiffres, ils regardent Al Jazeera. Et ils consultent des pages Facebook communautaires en arabe, en wolof, en turc, en kabyle et autres. Eh bien, les droites ne peuvent plus faire l'économie d'une présence digitale, quitte à émettre des messages en une langue autre que le français. Alors, je sais que ça va faire pousser les cris, mais c'est pas ma faute. Ce n'est que la conséquence logique de l'immigration de masse. Il est trop tard maintenant, trop tard pour s'indigner. Maintenant, il faut gérer. Donc, moi, je vois mal comment on peut se faire élire de quelqu'un qui ne vous comprend pas quand vous parlez. Il faut parler sa langue. Ça tombe bien, ce ne sont pas des langues secondaires. L'arabe, quand même, c'est une langue magnifique. Ça sert à rien d'aller sur les plateaux de télévision des chaînes d'information continue ou faire des grandes soirées électorales sur le chaîne du public si des millions de Français, des millions d'électeurs ne comprennent pas ce que vous dites. Voilà. Ces choses peuvent éventuellement, enfin je sais que ça crée des mécontents, notamment parmi mes amis, mais je ne vois pas d'autre solution. Donc la droite, après avoir perdu tant d'élections et reçu tellement de claques, eh bien, se doit d'être révolutionnaire. Elle n'a plus rien à perdre. Elle, au moins, elle peut se permettre le luxe de penser différemment et de voir loin. Nous n'avons pas le choix. La droite doit être révolutionnaire ou devenir une sorte de relique du passé, une relique, un fossile d'une France d'avant qui était une France, effectivement, des années 60, 70, début 80, une France qui n'était pas multiculturelle, qui n'était pas multiethnique. Voilà, ce monde-là est fini pour de bon. Donc, je pense que il faut en tirer les conclusions et que la droite soit aux commandes du pays pour l'aider à traverser toutes ces transformations-là. Il vaut mieux qu'elle soit aux commandes du pays qu'elle soit à la place du passager, ce qu'on appelle normalement la place du mort. Merci, à la prochaine.